Barcelone, 6e manche de la saison 2022 de Formule 1, victoire de Max Verstappen, les malheurs de Charles Leclerc qui perd la tête du championnat. On aura beaucoup de choses à aborder puisque ce Grand Prix d'Espagne, contre toute attente, eh bien c'était un beau Grand Prix, il était disputé, on a eu des dépassements sur un circuit qui jusque-là ne nous offrait pas beaucoup de spectacles. Avant de commencer, évidemment, on va présenter nos débatteurs, on a deux habitués qui sont avec nous, en premier lieu Guillaume, salut Guillaume. Salut Bastien, salut à tous. Et salut Romain. Salut Bastien, salut à tous. Et on a un petit nouveau aussi, quelqu'un qui a intégré la rédaction en début d'année, qui fait son premier débrief avec nous. Mathéo, comment ça va? Ça va très bien, et puis hâte de commencer ce débrief. Ah bah oui, t'as de quoi, parce qu'on aura de quoi dire. Et évidemment, le premier point à aborder, le plus important je pense, c'est la passation de pouvoir entre Verstappen et Leclerc. Mais, il y a quand même des nuances à apporter parce que Charles Leclerc rendait une copie absolument parfaite jusqu'avant le 30e tour, avant son abandon sur la perte du turbo, et Max Verstappen qui gagne la course tout en ayant fait des erreurs et en étant resté coincé, malgré lui, derrière George Russell. Comment est-ce qu'on peut analyser tout ça? Est-ce que Verstappen, il a bénéficié d'un coup de pouce du destin ou est-ce que vraiment c'est au forceps qu'il est allé chercher sa victoire? Après, c'est vrai que jusqu'au 30e tour, c'est comme tu disais, on n'aurait jamais pu croire que Ferrari perde ce Grand Prix. Ça, c'est clair et net. Après, on sait très bien que sur une saison longue, comme on a encore cette année, la fiabilité va être soumise à rude épreuve. La Ferrari, c'est leur première casse. Après, il y a Sezou aussi qui a abandonné sur un problème de turbo, je crois, il me semble aussi. Donc, ça fait deux moteurs Ferrari qui cassent. Donc, voilà, la fiabilité, elle est mise à l'épreuve. Et puis, Red Bull, dans une stratégie où on joue tout pour Verstappen, ils ont tout misé sur lui, il a gagné. Voilà, il reprend, mais il prend le pouvoir, ça y est, en Espagne. Après, il fait un sacré début de saison. Hein. Verstappen, il a gagné quand même 4 victoires sur 6 grands prix. Donc, en fait, à chaque fois qu'il abandonne pas, il gagne. Donc, c'est quand même fort. Mais c'est vrai que sur ce Grand Prix-là, on l'attendait pas en haut du podium parce que Charles Leclerc était au-dessus du lot et que si jamais la mécanique ne s'en était pas mêlée, ce serait Leclerc qui se serait imposé et avec la manière. Donc oui, c'est vrai que Verstappen a quand même bénéficié d'un coup de pouce du destin, mais il a quand même été chercher sa victoire puisqu'il n'a pas eu la vie facile malgré qu'il ait fait des erreurs qu'on a rarement le cas d'observer chez lui, quoi. C'est vrai que oui, Leclerc est clairement course gagnée puisqu'au moment où il abandonne, il y avait 12 secondes d'avance, je crois, sur Russell. Après, voilà, la malchance arrive à Ferrari. C'est leur premier problème mécanique. Malheureusement, ça arrive pendant la course. Verstappen, lui, a ses problèmes. Il remet un moment, mais quand même, vaut mieux que ça arrive en Q3 qu'en course. Après, Verstappen, il a été là chercher sa victoire. Il a été resté bloqué pendant une dizaine de tours derrière Russell à cause d'un problème de DRS. De temps en temps, le DRS s'ouvrait, il se refermait après. Donc, c'était compliqué. Ce qui nous a rendu la course jolie, hein. C'est quand même un point technique qui nous a permis d'avoir un beau Grand Prix. Oui, c'est vrai, parce que Russell, on sait bien que la Mercedes, on y vient après, elle était moins dans le coup que les Red Bull et les Ferrari, mais tout de même, voilà, avoir un bouchon devant le nouveau leader du championnat, ça amène irrémédiablement une belle course, et puis ça pose aussi en perspective la qualité des courses avec ou sans DRS. Hein. Et oui. Et on a une superbe défense d'ailleurs de Russell qui vient en Max Verstappen au premier virage. Ça c'était très beau. On y vient après. T'inquiète pas, le morceau Mercedes, on va l'aborder. Mais bonne réaction tout de même. Et puis voilà, hein, pour Red Bull et Ferrari, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Je voulais aussi, concernant Verstappen, vous faire parler un petit peu du cas Pérez. Pérez qui n'a pas obtenu la meilleure des stratégies de la part de Red Bull, qui n'avait pas de problème de DRS et qui lui en revanche pouvait aller chercher George Russell avec un rythme ébouriffant. Injustice ou logique selon vous cet ordre de Red Bull? C'est logique dans le sens où Red Bull, on sait que c'est l'équipe de Max Verstappen et que Pérez il a signé en tant que pilote numéro 2. Oui. Et Red Bull ne s'en cache pas. Après, c'est sûr que sur une course comme ça en début de saison, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas laissé la chance à Pérez.
Mais après, voilà, Pérez, c'est quand même un gars intelligent. Il a, je sais pas combien de saisons de F1 derrière lui. Il sait très bien que c'est comme on disait en début de saison, il a une voiture pour gagner pour la première fois de sa carrière. Il sait qu'occasionnellement, il pourra avoir une victoire. Donc voilà, il joue, il est corporate. Voilà, il joue pour son écurie. Voilà, tout simplement. Il est beau joueur. Oui, voilà. C'est ça, hein. Pérez, il sait pourquoi il a signé. Après, je peux comprendre sa frustration. C'est-à-dire que là, il avait vraiment les capacités d'aller, peut-être pas remporter le Grand Prix, mais au moins se battre pour la gagne. Si on se place du côté du patron d'écurie, la décision, c'est la bonne, puisque tu assures un doublé, et puis ton chef de file reprend la tête du championnat, et l'écurie reprend la tête du championnat constructeur. Donc c'est tout bénef pour l'équipe. Après, si on se place du côté du spectateur, bien évidemment, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. On n'aimait pas voir ça du temps de Schumacher, même plus récemment du temps de Vettel ou Hamilton avec Bottas. Donc finalement, c'est vrai que c'était pas très joli à voir, mais d'un autre côté, ben pareil, on comprend, puisque là Red Bull ne joue pas en interne, hein, il ne joue pas Verstappen face à Perez, on joue face à une autre écurie qui est Ferrari avec Charles Leclerc, et qui sans son ennui mécanique serait largement devant. Donc c'est compréhensible que les points qu'il faut prendre en Espagne, ils aillent à Verstappen et non pas à Perez. Oui, à plus forte raison que les points perdus éventuellement par une défaite face à Leclerc ou même face à Pérez, ça compterait beaucoup à la fin du championnat. Complètement. Voilà. Et puis, après, moi, je voudrais revenir sur Ferrari, parce qu'on a clairement vu que la voiture, elle avait un rythme qui était largement supérieur, je pense, à la Red Bull avant que Leclerc abandonne. Mais c'est vrai que là, ce qui est dommageable pour Ferrari, c'est que malheureusement, même s'il fait sa 9e arrivée consécutive dans les points en Espagne pour son Grand Prix national, que Sainz ne soit pas là, quoi. Ça commence à pêcher, quoi. Ça fait 3 week-ends de suite, ça commence à se voir, quoi. Ben, disons que, oui, je sais pas, alors, Mathéo, tu peux aussi dire ce que t'en penses. C'est vrai que Carlos Sainz, là, le problème, c'est qu'il a la pression, même Mattia Binotto l'avait dit. Il le sait qu'il a une voiture pour gagner. Il le sait qu'il peut gagner, mais il ne faut pas se rater, quoi. Bien sûr, je m'attendais pas à une telle difficulté de Carlos Sainz, puisque en 2021, il a fini devant Charles Leclerc au championnat. Donc ça annonçait que du bon pour 2022. Et puis là, on se rend compte que, il l'a même dit, il est pas en confiance dans la voiture. Il commence à ressentir la pression de Leclerc qui le surpasse depuis la saison. Ça fait quand même, ça fait 3 fois de suite, même 4 fois, puisqu'il s'est mis dans le mur à Miami, mais c'était les essais. Voilà, mais ça fait la 3e course qui fait une erreur à un moment important de la course. C'est ça, là, on n'était pas au départ, mais presque, quoi. Il commence à être loin en termes de points au championnat. Et il s'est bien payé parce que, heureusement, il a la voiture pour aller de Ferrari. Il finit 4e, ce qui est pas non plus, vu le niveau de Ferrari, oui, je suis d'accord, hein, vu le niveau de Ferrari. Mais normalement, à la régulière, il devait finir au moins sur le podium. Au moins sur le podium. Après, je me demande, moi, s'il se met pas un peu trop de pression, justement, avec cette première victoire. Mais tu sais quoi, moi je pense que c'est aussi en partie dû à l'année dernière que tu disais, vu qu'il a fini devant Charles Leclerc, on avait des attentes du côté de Carlos Sainz. On s'est dit tiens, il y a peut-être 2 loups dans la bergerie chez Ferrari et on va voir qui est le meilleur. Alors que si peut-être qu'il avait fini derrière Charles Leclerc, on aurait eu moins d'attentes et on serait dit qu'il aurait pu nous surprendre finalement. Là, au contraire, on arrive sur une saison où Ferrari est sur le devant de la scène, où on attend beaucoup des 2 pilotes, et là, Sainz ne répond pas aux attentes. C'est ça, parce donc, que... voilà. Là, en fait, c'est l'accumulation de tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison qui fait que là, pour le moment, on commence à s'inquiéter sérieusement pour Carlos Sainz, sachant qu'on est au quart du championnat. C'est vrai et puis, comme on disait précédemment, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation d'avoir une voiture. Oui, c'est ça. Il y avait moins de pression l'an dernier parce que la Ferrari ne joue pas la gagne. C'est ça. Voilà. Il y avait moins de pression à ce niveau-là. Là, maintenant, Charles Leclerc, lui, il a pris la mesure de l'enjeu. Parce que, au regard de son début de saison, si on accepte son erreur d'Imola, son début de saison, même s'il a été battu par Verstappen, il a pris la mesure de la compétitivité de ses voitures et de ses chances au championnat. Mais à la différence de Sainz, c'est que Leclerc avait déjà des pole positions et des victoires. Donc, comme dit Romain, il n'a ni pole position ni victoire encore. C'est quand même aberrant parce que c'est quand même un pilote solide. Mais là, plus le temps avance et plus on sent que vu qu'il a une voiture
qui doit lui permettre d'avoir justement cette pole position, cette victoire, et ben plus le temps avance et plus elle se fait attendre et plus ça fait un cercle vicieux et il faudrait qu'il en sorte très très vite Carlos Sainz parce que ça va commencer à faire long et Ferrari ne sera pas très patient à ce niveau-là. Eh non. On verra bien. Un dernier mot, monsieur, avant de passer à Mercedes. Pour revenir aux consignes d'écurie, ça aurait été Ferrari à la place de Red Bull. Ferrari aurait fait la même chose. Faut se dire, Ferrari aurait clairement favorisé Leclerc puisqu'il est devant le championnat. Donc, c'est logique de la part de Red Bull d'avoir appliqué ces consignes d'écurie. C'est dommage pour nous les spectateurs. On aurait espéré voir plus de batailles, un Sergio Pérez qui se bat pour la victoire. Mais c'est logique de la part de l'équipe Red Bull. Eh bien, ma foi, l'empire des seconds couteaux va-t-il contre-attaquer un jour? On verra. Voilà, mais voilà, la petite référence bien cachée. Merci beaucoup, bonne soirée. Non, on continue parce qu'il y a un autre beau morceau à aborder, c'est celui d'une bonne surprise au regard de son début de saison, c'est Mercedes. Mercedes avec, derrière les deux intouchables de Red Bull, enfin intouchables, hein. Il y en a un qui a donné du mal au Red Bull, hein. George Russell, en premier lieu, on passera Hamilton après, mais George Russell, qui prouve que, c'est bon. Il y a plus aucun doute à avoir. On n'en avait pas beaucoup depuis le début de la saison, mais plus aucun doute. Sa place, elle est bien là. Il est fait pour gagner. Reste à savoir quand, mais ce Grand Prix-là d'Espagne, quelle maestria de George Russell. Moi, je vais redire ce que je dis depuis le début de la saison. Qui saisit les opportunités, quoi. Il a vu qu'il aurait pu jouer la victoire. Il a fait ce qu'il a pu. Il s'est battu comme il fallait pour garder la première place. Bon, finalement, il finit 3e, encore une fois. Il manque une Ferrari qui abandonne, une Ferrari qui est derrière parce que Sainz, il a fait une erreur. Mais il s'est fait l'opportunité, encore un nouveau podium. Non, il est parfait. Il conduit à la perfection. Franchement, on savait que c'était un top pilote, mais là, vraiment... Superbe. Moi, je sais pas quoi dire. Superbe. Là, Mathéo, je te laisse réaborder la manœuvre sur Verstappen. Là, il y a des choses à dire aussi. Fantastique bataille. Je pensais pas que Russell allait repasser. Vu personne. Verstappen, il est impressionnant. Verstappen, il passe à l'intérieur, il freine au dernier moment. Et on voit Russell qui repasse comme ça, qui l'enroule Verstappen par l'extérieur. Franchement, c'était magnifique. Et après, ils sont à deux de front pendant 2 virages. C'était magnifique à voir. Et il garde sa place. George Russell, il fait pas d'erreur. Même quand Verstappen était proche, il allait un peu l'attaquer, il se décalait, mais il loupait pas ses freinages. C'était vraiment super propre de la part des deux pilotes. Et franchement, George Russell, sur son début de saison, il y a rien à dire. Sur toutes les courses, depuis le début, depuis Bahreïn, il finit dans le top 5. Et il devance même Lewis Hamilton. Surtout, c'est sûr. Il y a un 7 champion du monde qui a failli remporter le titre l'année dernière. C'est quand même pas rien. C'est sa première année chez Mercedes dans une voiture qui est capable de gagner. Et bien, franchement, c'est très bon et très très bon. C'est toute la différence. Parce que Russell, il a évolué dans un tracteur pendant 3 ans, Hamilton dans des fusées pendant 8 ans. Voilà, donc on en revient au même point que ce qu'on disait depuis le début de la saison, c'est-à-dire que ces années Williams lui servent à merveille cette année vu que la voiture est plus difficile à piloter. Et puis comme tout a été dit sur George Russell, c'est-à-dire qu'il a été exceptionnel, on va pas revenir là-dessus. Mais ce qui marque encore plus le bon début de saison de George Russell, c'est les réactions de Lewis Hamilton. Quand même. Oh oui. Au premier tour, quand il s'accroche avec Magnussen et qui dit aux ingénieurs finalement on va économiser le moteur, on va rentrer. Bon, il est bien content quand même d'avoir fini la course et d'avoir pris les 10 points de la 5e place. On l'avait dit. Mais en attendant, ça veut dire que là, tonton Lewis, il commence à être piqué. Mais Guillaume, on l'avait dit en début de saison. On avait dit que ça risquait de faire mal. Hein. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, faudra voir comment ça évolue du côté de Lewis Hamilton, parce que comme on dit, il y a plusieurs Lewis Hamilton, il a plusieurs facettes en tant que pilote. Donc, ça reste à voir. Voilà, ça va être très intéressant de suivre ça, surtout que là, Mercedes est sur la pente ascendante, et que là, on n'a pas vu le marsouinage du tout sur le Grand Prix d'Espagne, et on sait très bien que Barcelone est parfait pour ça, c'est-à-dire que c'est un circuit très, très complet. Donc Mercedes est pas loin d'avoir résolu une grande partie de leurs problèmes, et là on va peut-être les revoir aux avant-postes plus que prévu. Okay. Puis Lewis Hamilton, il a jamais été dans cette situation d'avoir un coéquipier jeune qui est plus vite que lui. C'est nouveau pour lui.
parce qu'il a toujours été... C'était son rôle à lui avant. Mais oui, quand il était chez McLaren, c'était le jeune fougueux qui va vite, qui va plus vite que ses coéquipiers avec Fernando Alonso, avec Jenson Button. Bah oui, alors, messieurs, petit point culture, qui est, en dehors de Nico Rosberg, qui est le seul pilote à avoir battu Lewis Hamilton? Button en Bien, deuxième du championnat derrière Vettel. Voilà, bah oui, on peut rien vous cacher, messieurs. Magnifique. Tu nous prends pour des lapins de 6 semaines ou quoi? Attends. On sait jamais, il faut vérifier, mais bon, hein, après, il y en a peut-être à qui ça échapperait, hein. Il y a des choses qu'on oublie, des fois, avec le temps. Peut-être un troisième, hein, d'ici la fin. Peut-être un troisième, mais Hamilton, quand même, on termine sur le chapitre Mercedes. Hamilton, non, allez, on va abandonner, j'en ai marre. Et puis finalement, il remonte jusqu'à la 4e place, jusqu'à la 5e place. Bon, et ben alors, voilà, ça s'est pas si mal passé, Lewis. Après, ce qui a été impressionnant aussi de Mercedes, c'est leur VMAX. Hein. Franchement, c'était impressionnant. Alors qu'ils étaient largués sur les circuits ou à haute vitesse. Ça rappelle dangereusement l'Arabie Saoudite, le Brésil. Ça rappelle surtout le Brésil, hein, l'an dernier. Ah oui. Là, tu te dis, côté moteur, là, ça a été, ils ont trouvé un truc. Ouais. Il n'y a pas que le moteur, il y a aussi le marginage. Il n'y a plus de marginage. Ils ont pu baisser. Tout à fait, ouais. Et il y a certes, il n'y a pas 15 km/h d'aéro. Ils ont quand même apporté des évolutions moteurs. Mais l'absence de marginage, ils ont pu baisser la voiture. Donc aéro plus évolution moteur, là, ça va commencer à aller vite. Et puis on voit une équipe qui a l'expérience de se battre à l'avant et d'avoir les meilleurs chez elle. Parce que quand on voit Aston Martin, on y viendra après, c'est une catastrophe, alors qu'ils ont amené un paquet monstre d'évolutions qui ne fonctionnent pas. Alors que là, les 4 évolutions que Mercedes apporte, Mercedes, ça fonctionne. Ça commence à fonctionner. Après, on était tous d'accord pour se dire que Mercedes, à un moment ou à un autre, vu la puissance de feu qu'ils ont, ils allaient revenir. On savait pas si ça allait être dans 2, 3, 4 courses à la fin de la saison, mais on savait que ça allait revenir. Voilà, on se demandait si ça allait pas être beaucoup plus difficile que prévu. On savait que ça allait arriver. Mais on commençait à se demander si Lewis Hamilton n'allait pas passer une saison sans victoire pour la première fois de sa carrière, puisqu'ils étaient tellement largués il y a 2 grands prix. Enfin, là, il y a 2 grands prix, ils étaient à 50 secondes du vainqueur. Donc, au bout d'un moment, c'est exceptionnel, hein, la progression. Et s'ils sont pas à leur niveau encore, ils sont encore bien loin derrière Red Bull et Ferrari à l'échelle de la F1. Mais ils sont plus très loin quand même, ils ont fait une bonne partie du chemin. Attention quand même à comment Mercedes, Ferrari et Red Bull vont évoluer de leur côté aussi. Hein. C'est pas encore gagné. Les évolutions de Red Bull et Ferrari ont intérêt d'être performantes aussi, parce que chez Mercedes ça fonctionne et c'est fiable. On le répète depuis le début de la saison, la fiabilité va jouer beaucoup et Mercedes est extrêmement fiable là-dessus. Et c'est rassurant pour Mercedes que ça marche en Espagne, parce qu'en Espagne c'est toujours le circuit où on apporte les améliorations, et que si une équipe apporte des améliorations et que ça ne fonctionne pas, c'est que ça va être compliqué. Là, Mercedes a marché du feu de Dieu, et s'il y a que, Mercedes s'est rassuré, puisque ça apporte l'évolution et ça marche, ça va vite. Et bien là, Mercedes, on va voir sur le reste de la saison, mais pour l'instant, ils sont sur une bonne dynamique. Alors, match à 3 pour la prochaine fois. Je fais juste une dernière remarque avant de passer à la 3e partie. Le concept sans ponton de Mercedes c'est un petit peu une allégorie du concept sans aileron de Peugeot en WEC. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est une allégorie, donc allons savoir si quelque chose met du temps à marcher mais que ça marche pas fort. On verra sur le reste de la saison. Allez, 3e partie de ce débrief. Là, on va aborder, alors les belles performances, c'était surtout à l'avant qu'il y a eu les belles performances. Il faut tout de même noter que Valtteri Bottas, même s'il a fait une course relativement anonyme, il a tenu les portes du podium pendant une grande partie de la course au bénéfice des événements de course. Il termine 6e, mais Valtteri Bottas, il surprend son monde, il est totalement à l'aise, on ne cessera jamais de le répéter. En fait, on fait à chaque fois quasiment le même constat à chaque débrief. Il est transcendé, Bottas, il fait plaisir à voir. Il retrouve une deuxième jeunesse. C'est qui se retrouve là, cette fois-ci, en chef, en pilote numéro 1, Alfa Romeo. Première fois de sa vie. C'est inédit, c'est inédit. Et oui, ça marche. On ne s'attendait pas à ce que Bottas soit aussi haut avec la voiture qu'il a, une Alfa Romeo. Là, Alfa Romeo, ça a l'air de marcher.
puisque Bottas fait aller avec des événements de course, il fait régulièrement des 6e, 7e places. Il était à un moment même 4e. Il était au pied du podium. Mais oui. Il était même 3e, plus un temps. Il a fait quelques tours 3e. Au bénéfice des arrêts au stand, il était 3e. Ouais. Donc avec des gros événements de course, il peut se retrouver potentiellement sur un podium. Alfa Romeo, ça marche, puisque Guan Yu Zhou fait pas un début de saison merdique non plus. Hein. Il a fini dans les points quand même, deux fois, je crois. Il me semble. Il a marqué quelques une points. Fois, je crois. Une fois. Il est arrivé 9e en Arabie Saoudite, je crois. Il a marqué 2 points, je crois. Ouais, il me semble. Il finit dans les points, donc c'est-à-dire qu'il y a du bon pour Alfa Romeo, la voiture est bien née. Donc il faudra maintenant que le développement se passe bien. Et puis si ça se passe bien, je vois pas pourquoi Bottas ne ferait pas des mauvaises performances ainsi que Guan Yu Zhou. Et pourquoi pas un podium? Pourquoi pas dans la Après, je sais pas si quand il a signé, il avait ces certitudes-là, mais c'est vrai que là, franchement, quand on voit où ils étaient Alfa Romeo ces 2 dernières saisons, et là c'est tellement ça. C'est ça. Hein. Ils ont profité du coup de boost de Ferrari au niveau moteur aussi. Hein. Ah, mais en fait, oui. il avait, comme dit Romain, il avait peut-être pas ses certitudes quand il a signé. Par contre, en début de saison, même avant les essais de pré-saison, Bottas commençait déjà à parler de podium en disant que la saison allait être serrée, que sur un malentendu, on pouvait avoir une Alpha sur le podium. On n'était pas tous là à rire, mais on se disait ça allait être sacrément compliqué. On prenait pas ça au sérieux. Et là, force est de constater que il est tellement bon, mais il est vraiment très bon. Alors, Alfa Romeo a une très bonne voiture. Zhou fait pas un début de saison catastrophique parce que c'est un rookie, mais tu sens quand même la différence, quoi. Hein. Tu vois qu'avec un pilote d'expérience, ça ramènerait les 2 voitures dans les points à chaque Grand Prix. Peut-être pas à chaque Grand Prix, mais au moins sur une bonne partie. Mais Bottas en bon chef de file et c'est toujours meilleur des autres, toujours. Et là, il a la bagarre avec Norris au championnat parce que Norris a fait son podium à Imola. Oui, c'est ça. Son podium à Imola sur un malentendu qui a vu McLaren renaître, on ne sait pourquoi. Mais là, Alfa Romeo est vraiment l'équipe qui est derrière les 3 grands favoris, la meilleure et la plus constante. Et avec un Bottas qui justement fait de sa force la constance, ça peut ramener de très gros points et finir sur une très bonne note à la fin du championnat. Ça après, c'est l'avenir qui le dira. Mais alors, j'ai quand même une pensée pour Bakou parce que c'est devenu le grand classique des courses folles. Alors, on va savoir ce qui va se passer pour Bottas. Et puis Bottas, les années Mercedes, c'est ces années Mercedes aussi qui l'aident. Aussi. Il pourra aussi aider le développement avec Alfa Romeo puisque ça fait quand même presque 10 ans qu'il est en Formule 1. Donc, presque 8 ans en Formule 1. Donc, ma foi, à voir. Et, non, 9. 2013, sa première saison, exactement. 2013. Voilà. Et côté français, Cocorico, les 2 Alpines dans les points, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ocon 7e au prix d'une belle remontée. Alonso 9e au prix d'une énorme remontée. C'est quand même dommage de voir les pilotes au bas du top 10 parce que la voiture, elle vaut pas si mal. Mais il manque encore un petit quelque chose pour que ça aille encore plus haut. La voiture, elle marche bien, Alonso, il a pas de chance. Il y a un côté dommage, même s'il fêtait ça comme une victoire, il y a un côté dommage. Après, en début de saison, Laurent Rossi avait annoncé que la voiture était performante, mais qu'elle gagnera en fiabilité au cours de la saison. Et là encore, on a eu la preuve. Ils ont eu des problèmes mécaniques avec Alonso qui est obligé de changer le moteur dimanche matin et qui fait une remontée du feu de Dieu. Il est parti du centre-ville de Montmélo, il a remonté tout le monde et puis il a fini dans le fond. Mais c'est vrai que il y a toujours Alpine depuis les déplacements, c'est un goût d'inachevé, quoi. Voilà. Moi, c'est exactement ça. La chanson d'Alpine, c'est à nos actes manqués, quoi. À chaque fois, il manque un petit truc, il manque quelque chose. C'est ça. Et là, je me dis, mais s'ils avaient pu mettre tout bout à bout, mais ça serait des top 5, quoi. En fait, le problème chez Alpine, c'est que, comme dit Rossi, c'est que la voiture est performante, mais je crois qu'ils ne comprennent pas leur voiture, quoi. Parce que sur un Grand Prix, tu te dis, ils sont là, ils sont tout de suite, ils sont juste derrière les gros, parfois même 3e meilleur team. Et là, tu te dis, en qualification, ils sont nulle part. Parce qu'ils sont nulle part. Ocon tire un grand maximum de la voiture. Alonso, il est chez lui. Il était jamais sorti en Q1 depuis je sais pas combien d'années. Et tu te dis que là, ils sont nulle part. Alors que le dimanche,
eh ben, Alpine retrouve des couleurs. La voiture marche bien en course, oui. Alonso marche bien. Ocon fait une super course. Alors, on l'a pas vu du tout, Ocon. On l'a pas vu du tout à l'image, mais il a fait une sacrée course. Et, mais tu te dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi ça peut pas marcher bout à bout tout le long d'un week-end? Parce que, à chaque fois, soit c'est en qualif que c'est excellent, et en course c'est moins bien, soit, en qualif c'est très décevant, et en course c'est exceptionnel, mais tu pars de tellement loin que tu peux pas viser mieux. Il aurait fallu une safety car pour qu'il remonte. C'est très décevant, quoi. Il aurait fallu une safety car. Et ils auraient pu faire largement mieux sans les abandons d'Alonso en Arabie Saoudite. Alonso qui se bat en Arabie Saoudite, Alonso il se battait pour quoi? Pour 6-7. Ouais, à peu près, ouais. Il fait une erreur en Australie, qu'il allait faire un temps mais monstrueux. Il allait faire la pole. Il allait faire la pole. Il perd l'hydraulique. Il a abandonné. Aussi, il a abandonné Alonso. La dernière fois. Miami, il a abandonné, non, je crois. Non, il a pas. C'était. Non. Enfin, bref. Ouais, bon, voilà, mais oui, ils font pas un début de saison extraordinaire. Hein, ça, ils n'arrivent pas à tout imbriquer ensemble en même temps. C'est ça. À chaque fois qu'on donnait pour problème mécanique, il était devant. Il était bien placé, il était dans les points, largement dans les points. Alors que là, il a 4 points. Il faut 6, 4 comme ça. 4 points, il en a avec 2, là, donc il arrive 9e, ça fait 2 points. Moi, sur les saisons, tu dis, c'est pas possible. Mais ils ont un très bon potentiel, je pense, à l'Alpine. Mais de toute façon, sur 22 Grands Prix, c'est pas possible qu'il y en ait aucun qui leur sourie. Je vois. Après, voilà. Parce que c'est pareil pour les écuries, il faut que le développement se passe bien. Aussi. Vraiment, la saison, ça sera une course au développement. Par contre, il y en a un qui fait un bon début de saison, du coup, c'est Ocon, parce qu'il maximise quand même le potentiel de son Alpine dès qu'il peut. Il a eu moins d'ennuis qu'Alonso. Une trentaine de points, un truc comme ça. Une trentaine de points. Mais c'est vrai qu'il a été moins accablé par les ennuis mécaniques aussi, comparé à Alonso. Donc, il faudrait, voilà, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais si Alpine résout ses problèmes de fiabilité, il y a une grosse marge de progression au niveau des résultats. Oui, parce que Laurent Rossi, en début de saison, avait dit que quand on n'a pas le droit de toucher à la performance, mais par contre, en travaillant sur la fiabilité, on trouve de la performance aussi. Donc, ça peut être tout bénef. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, après, moi, vraiment, honnêtement, avant le début de la course, quand j'ai vu que les problèmes qu'avait eu Alonso, au fond de moi, je me disais, mais est-ce que c'est pas encore le énième changement d'organisation qu'il y a eu, qui entraîne que, ça marche pas, enfin, on se pose plein de questions là-dessus. Bon, finalement, la course m'a fait mentir parce qu'ils ont réussi à avoir un rythme de fou. Mais j'espère pour eux qu'ils vont arriver à rectifier le tir assez vite et à tout imbriquer pour avoir un week-end référence. Parce qu'actuellement, pour moi, Alpine, il y en a pas. Voilà. Ouais. Et je reviendrai aussi sur Esteban Ocon. Pour moi, avant de passer au flop, depuis qu'il a fait, c'est son meilleur début de saison en pilotage, en optimisation des points et tout. Même si à Force India, il avait fait, je sais plus combien d'arrivées consécutives dans les points, etc. Romain, en fait, c'est sa victoire en Hongrie qui l'a bonifié au Ocon, il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, je pense, ouais, exactement. C'est ça. Mais c'est ce qui manque à Carlos Sainz, hein, on en revient. C'est ce qui manque à Carlos Sainz. Clairement à Carlos Sainz. Ça après, ça sera à voir en cours de saison, mais en tout cas, bonne course des Alpines, et ça amène peut-être encore d'autres résultats. Allons savoir, peut-être que la chance de leur sourire. Et on aborde la dernière partie, maintenant, de ce débrief. On fait quand même une petite encartade sur Vettel qui a fait une pas trop mauvaise course, mais quand même. De toute façon, Vettel, y a pas grand chose à dire. C'est vrai qu'il rate la 10e marche, la 10e place. Bon, tant pis. Il a eu le courage de... Elle n'avait pas accroché. Ouais, bon. Il a eu le courage de tenter quelque chose de différent. D'être sur la stratégie plus des leaders à allonger ses relais. Ça a pas payé, mais bon, je pense que sur un malentendu sur une course, ça peut offrir de gros points pour Aston, et heureusement qu'ils ont Vettel. Exactement, ça fait une très bonne transition, mon cher Guillaume, et là je pense que vous allez tous pouvoir vous faire plaisir, parce que il y a quand même une régalade canadienne qui prouve encore une fois que
Moi, je laisse Guillaume se défouler. Bon, alors, attends, avant de lâcher les chevaux, tu permets que je dise un petit mot avant quand même? Tu as tous les droits. Vas-y, ne craque pas maintenant. Stroll prouve que non seulement le talent ne s'achète pas, mais que copier une Red Bull, ça marche pas non plus. Voilà, ça s'invente pas tout ça. Et Stroll papa et Stroll fils se ridiculisent sur un seul Grand Prix. Voilà, c'est simple, hein. Voilà. Allez, bourrine, vas-y. Non, mais au bout d'un moment, je sais pas, la F1, c'est censé être l'excellence, et on en est très très loin à ce niveau-là. On est chez Aston Martin, de l'autre côté du garage de Sébastien Vettel. Il fait de son mieux. Lance Stroll a été encore une fois inexistant. Bon, ça, on a un peu l'habitude. Et les seules fois où on l'a vu à l'image, c'était pour les accrochages avec Ocon. Je sais plus, je crois que c'est Ocon, mais je veux pas dire de bêtises. Il fait un tête à queue, il s'accroche alors que bon, il se fait doubler à la règle. Non, c'était avec Albon, je crois. Avec Albon, oui, c'était une voiture bleue, mais c'était pas la bonne. Mais bon, voilà, Albon qui tente un dépassement correct, et puis bon, Stroll qui se rabat dessus comme à chaque fois, quoi. Donc, mais on se répète, hein, de toute façon avec les Stroll, que ce soit papa ou fiston, donc je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon. Et quand on va aborder l'autre Canadien, je pense qu'on va pouvoir en mettre une couche parce que c'est exactement la même chose. Bon, et juste pour finir, moi avec Aston Martin, alors je vais redire ce que je disais il y a quelques débriefs, c'est que quand c'était Force India, il y avait 0 argent et de l'ingéniosité. Là, il y a beaucoup d'argent, il y a 0 ingéniosité. C'est joliment dit. Ensuite, autre chose, on dirait qu'ils veulent copier sur le voisin comme moi en terminale, mais qu'ils arrivent même pas à lire sur la copie d'à côté. Bon, bref, ça, c'est tellement ça. Et troisième chose, pour moi, ils salissent l'histoire d'Aston Martin. C'est honteux de faire ça, quoi. C'est absolument lamentable. Ça rappelle l'époque Jaguar aussi, hein. Jaguar qui mettait qui tablait pour en faire une équipe de superstars, alors qu'en fait, ça score que 2 podiums en 5 saisons, quoi. Ouais, mais tu vois, Jaguar, à côté de ça, ils mettaient les fonds, ils faisaient n'importe quoi avec leur argent. Certes, il n'y a pas de souci, mais là, ils mettent les fonds pour copier la Mercedes, puis ensuite copier la Red Bull maintenant. Ça marche pas. Et puis, enfin, je veux dire, ils n'y arrivent pas. Enfin, je veux dire, même avec des pilotes de pointe, avec un Sébastien Vettel qui se donne corps et âme pour essayer d'amener l'Aston Martin à un niveau qui n'est pas le sien. Mais même comme ça, ils n'y arrivent pas. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions chez Aston Martin. Mais apparemment, vu comment Zafnauer a parlé de tonton Lawrence Stroll, je pense que la remise en question, c'est pas du tout. Ouais, bon. Alors on va dérouler rapidement quand même, hein, parce que l'heure tourne, mais un dernier mot, messieurs, sur Aston Martin. Vettel finit même par s'enlacer. Ouais, Vettel, je vois mal comment il veut continuer comme ça. Je pense qu'il a signé avec Aston Martin dans le but de faire aller quelques victoires et des podiums. Non, moi je pense qu'il voulait plutôt jouer dans le prochain James Bond, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Non, mais après pour prendre la défense, et en 2020 on a vu que oui, ils ont copié la Mercedes, on s'appelait Mercedes Rose, ils ont mis un peu de temps à se mettre en route histoire de découvrir les réglages, de peaufiner un peu leur voiture qu'ils avaient copié, et puis là je pense que c'est la même chose, il faut leur laisser le temps de peaufiner, trouver les réglages, voir comment ça fonctionne avant. Ouais, mais la F1 c'est ça, quoi. Enfin, c'est ça. Et voilà, à voir. On verra d'ici 4 ou 5 courses, voir s'ils se sont appropriés ce nouveau concept aérodynamique. Et une progression. La saison, on passait pas les 2 pilotes, c'est pas la Q1, quoi. Bah non. Mais bon, après, il y a des équipes qui ont moins de moyens, qui font un bon début de saison, mais qui, sur ce Grand Prix-là, n'ont pas vraiment eu de chance, pas vraiment de réussite, en l'occurrence. Belle qualification avec 8 et 10 Magnussen et Schumacher. Accrochage Magnussen-Hamilton qui relègue Magnussen loin derrière. Schumacher qui fait ce qu'il peut. Bon, de toute façon, avec une Haas qui évolue pas par rapport aux autres, c'était évident que ça allait être compliqué. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire sur Haas. Juste que, on leur souhaite que ça marche mieux aux prochaines courses. Ouais, j'ai quand même cru au premier point de Mick Schumacher, quand même, quand j'ai vu sa qualif, son début de course, je me suis dit,
c'est peut-être le jour où, puis après, un rythme de course, les deux voitures se sont totalement effondrées. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de la compréhension du pneu, ou est-ce que par rapport au problème qu'ont eu Leclerc et Zouch et Alfa Romeo, ils ont voulu préserver les moteurs aussi pour pas casser. C'est vrai, ouais, il y a peut-être eu ça. Mais ouais, mais là c'est sûr. Et après, bon, comme on disait tout à l'heure, zéro évolution, il arrive au moment où il avait pris un bon départ, Schumacher, hein. Il était sixième. Il avait pris un super départ. Moi, je pense que les pilotes ont plus surperformé que, en fait, la voiture n'avait peut-être pas le niveau de passer en Q3 ou quoi, et les pilotes ont vraiment été très bons, que ce soit Magnussen ou Schumacher. Après, bon, Magnussen, comme on a dit, c'est beaucoup de malchance. Schumacher a fait ce qu'il a pu. Et bon, les premiers points vont pas finir par ils vont finir par tomber, ces premiers points. Oui, bien sûr. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Ça arrivera. Et on reverra As sous un meilleur jour. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être évoluer un tout petit peu la voiture, parce que là ça commence à faire long. Ça fait 6 courses sans évolution, un quart du championnat. C'est peut-être le temps de remettre un petit coup de pied, quoi. Ils prennent pas trop de risques. Avant de passer à la toute dernière partie qui prendra pas de temps, une petite carte blanche. Là, vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi, quand même. Allez-y rapido. Faites comme vous voulez. Latifi. Comment dire? Je laisse mes camarades parler. Ah, tu veux laisser? Bon, allez. Mais je suis bon joueur. Je veux le terminer, en fait. Ah, vilain. Allez. Je veux voir ce qui... Mais c'est possible que mes camarades le fassent avant moi. Bah, ouais, moi, non, qu'est-ce que tu veux dire sur Latifi? Il y a deux brises qui arrivent dans la voiture. Il tape. La mallette à billets, comme on disait, c'est comme pour Stroll, hein. Devant la mallette à billets, ça a ses limites, quoi. Voilà. Bon, il amène du budget, c'est très bien. L'année dernière, honnêtement, hormis son crash qu'on a entendu parler lors du dernier Grand Prix, oui, je trouve qu'il a pas fait une saison. Il y a une progression, et tu t'as voilà, il y a une progression. On disait, il va passer le cap. Alors, mais là, il est nulle part. Ouais, Mathéo, qu'est-ce que t'en dis? Je veux dire, c'est comme Guillaume, on ne le voit pas pendant la course, on le voit à chaque fois, il est dernier, il est loin d'Albon, il était à combien d'Albon? Il était à 5/10 de rang qualif. Bah ouais. Allez, alors, Guillaume. Je pense que Latifi, en fait, il pleure à chaudes larmes le départ de Nikita Mazepin, quoi. Parce qu'il passait inaperçu grâce à lui. Il passait inaperçu grâce à Mazepin. Mais maintenant que, il y a plus tonton Nikita, oui, il se retrouve sur le devant de l'affiche en guise avec l'étiquette de pire pilote du plateau. Mais malheureusement, force est de constater que il fait que alimenter cette image-là. Et il y a une stat quand même qui est intéressante, et on va peut-être le voir sur les prochains Grands Prix, c'est que Kevin Magnussen a quand même réussi à faire un temps meilleur que celui de Nikita Mazepin l'année dernière, alors que les voitures roulent 3 secondes moins vite que les temps de l'année dernière. Donc c'est quand même exceptionnel, et je pense que ça c'est fort. Ouais. C'est possible que ça arrive avec Albon Latifi, tu vois, parce qu'il est tellement loin que je me dis que c'est pas impossible que sur un Grand Prix ça puisse arriver. Et au bout d'un moment, chez Williams, vu qu'il commence à avoir un budget meilleur que ce qui était, les sous de Latifi vont vite s'en passer et vont peut-être prendre un meilleur pilote. Hein. Allons savoir. Allez, on arrête le massacre ici. Voilà. A été soft, quand même. Oui, c'est vrai. Pas le massacre. Je suis méchant. On conclut ce débrief, messieurs. Alors, on a tout dit sur l'Espagne. Maintenant, cap dès le week-end prochain sur Monaco. Bah alors là, avec le temps qu'il fait un peu partout en France, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais Monaco, très rapidement. Leclerc sera-t-il enfin prophète en son pays et remportera-t-il sa 3e victoire de la saison, certainement la plus belle? En fait, ce serait bien déjà qu'il puisse finir en fait son Grand Prix, même s'il ne le gagne pas. Je pense que Ferrari sera devant, mais on ne sait pas encore, hein, on peut pas s'avancer. Mais vu les progrès qu'ils ont fait à Barcelone, c'est possible que Ferrari soit devant. Mais ouais, ce serait bien que la malchance s'arrête avec Leclerc à Monaco, parce que ça commence vraiment à faire beaucoup. Hein. Qu'ils finissent la course, ça sera déjà une grande victoire pour lui. Depuis, oui, c'est vrai. 0 Grand Prix de Monaco terminé depuis le début de sa carrière. Mathéo, le mot de la fin pour toi. On espère tous une victoire de Leclerc. Il a la voiture pour, il a tout pour faire.
derrière lui, ça va pas être facile, puisqu'il y a Verstappen, il y a Red Bull. Il peut y avoir peut-être Carlos Sainz. Oui, il est bon sur les circuits urbains, Sainz. On rappelle que l'année dernière, il a fini 2e. Perez aussi, hein. Verstappen. Perez aussi. Donc, ouais, en plus, s'il pleut, parce qu'on ne sait pas encore, mais je crois qu'il prévoit de la pluie pour ce week-end. Donc, on arrête. Bon, eh bien. Je mise une petite surprise sur le podium à Monaco. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Je sais pas vous dire laquelle encore, mais une petite surprise, quelqu'un qui n'est pas forcément attendu sur le podium, ça pourrait. Moi, je vois bien un petit blond finlandais là. Ah, peut-être. Peut-être. Qui monte ses fesses dans un lac. En tout cas, on espère qu'il va montrer au moins son visage sur le podium, pas forcément siffler, surtout pas devant le Prince de Monaco, ça serait quand même, Mais en tout cas, juste pour finir avec Monaco, je pense que les qualifs avec ces nouvelles voitures, je pense que ça va être pas mal. Ça va être intéressant. On va se régaler plus samedi que dimanche. Eh bien, écoutez, il y aura plus qu'à voir ça. Vous retrouverez bien sûr les pronostics de la rédaction sur Motors Inside dès jeudi. Et puis, quant à nous, écoutez, pour le débrief du Grand Prix de Monaco, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, qui seront les volontaires? On verra ça, mais quoi qu'il en soit, on a le grand plaisir d'avoir partagé ce débrief avec vous. Merci à vous trois. Merci Bastien. Merci Bastien, merci à tous. Et on vous salue bien, à très bientôt sur Motors Inside.